Alors que les émissions mondiales de CO2 sont reparties à la hausse en 2017, l'alerte des scientifiques se fait toujours plus pressante. Pourtant, l'accord de Paris, qui porte sur la période post-2020, n'a pas été accompagné de mesures immédiates qui soient à la hauteur des discours prononcés. Pas plus par les États-Unis ou la Chine que par l'Union européenne. L'élection de Donald Trump ne saurait expliquer pourquoi les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 70% en 25 ans. Et Emmanuel Macron, qui sera à Bonn pour la COP23 ce mercredi 15 novembre, est plus prompt à enchaîner les beaux discours qu'à mener une politique économique climato-compatible. CETA, inégalité fiscale, pas de taxes sur les transactions financières, exemption sur l'interdiction des énergies fossiles. Alors, faut-il enterrer l'objectif des 2 degrés à l'enthousiasme exagéré autour de l'accord de Paris? Va-t-il se substituer un pessimisme généralisé sur l'impossibilité de maintenir le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés? Le fossé entre les engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre GES annoncés en amont de la COP21, et le niveau qu'il devrait atteindre pour contenir le réchauffement climatique mondial en deçà des 2 degrés fixés par l'article 2 de l'accord de Paris, est en effet abyssal. Ce fossé entre le réel et le souhaitable n'est pourtant pas irrémédiable. Ce qui rend l'urgence climatique chaque jour plus forte ne provient pas du fait que le maximum des 2 degrés soit lui-même trop ambitieux. À 2 degrés, les conséquences du dérèglement climatique seront déjà dévastatrices, mais du temps perdu et de l'inefficacité des politiques climatiques menées depuis le début des négociations. Depuis 25 ans, les États-Unis fixent les contours des politiques climatiques et en limitent l'ambition. C'est à l'occasion du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, dont est issue la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, que le président américain George Bush père prononça la phrase devenue ensuite célèbre: le mode de vie américain n'est pas négociable. Cette représentation de la puissance américaine a conduit les États-Unis à refuser de ratifier le premier traité international sur le climat, le protocole de Kyoto, adopté en 1997. Ils en avaient pourtant infléchi le contenu en ajoutant des mécanismes de flexibilité d'où découlent les marchés du carbone, instruments inefficaces et inadaptés et pourtant toujours promus aujourd'hui. Ce refus de toute contrainte internationale sera pour partie à l'origine de l'échec de la conférence de Copenhague en 2009, échec pour lequel les États-Unis et les pays industriels ont une responsabilité majeure. Ce blocage récurrent a conduit les architectes de l'accord de Paris à mettre sur pied un traité basé sur un droit non contraignant qui incite plutôt qu'il ne régule ou sanctionne soft law, des engagements volontaires bottom-up déconnectés des objectifs globaux de réduction d'émissions et sans feuille de route clairement établie, des maigres financements concentrés sur ce qui est jugé rentable au détriment de l'adaptation, et l'implication toujours plus grande d'une multitude de partenaires privés multi-stakeholder approach dont les promesses ne sont ni critérisé, ni contrôlé. Célébré sans limite, le succès politique et diplomatique de l'accord de Paris l'a été au prix de l'ambition. L'accord ne formule aucun engagement contraignant et aucune feuille de route précisément définie pour contenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés ou des 1,5 degrés. Dessiné en fonction des lignes rouges fixées par le Sénat américain, rien de contraignant, et par la présidence chinoise, rien qui ne remette en cause le développement économique du pays d'ici à 2030. Les contours de l'accord de Paris limitent considérablement les capacités de l'OPIL dont nous héritons de la COP 21, et plus largement de 25 ans de négociations. Afin de ne pas entacher le récit de la victoire de Paris et ses effets d'entraînement, les réactions politiques à l'élection de Donald Trump ont consisté à affirmer que le processus de lutte contre le réchauffement était enclenché partout et que les acteurs économiques avaient compris les opportunités d'une économie bas carbone. Après 40 ans de désengagement de la puissance publique en matière économique au profit des transnationales et des marchés financiers, il s'agirait désormais de leur confier notre futur commun, renforçant la globalisation économique à l'origine d'une part importante du réchauffement climatique au détriment des politiques de relocalisation encore plus nécessaires au lendemain de l'élection de Trump. Transférer la responsabilité de la mise en œuvre de la promesse de Paris aux acteurs non étatiques est désormais présenté comme l'assurance vie de l'accord de Paris, alors que nous avons au contraire besoin de garanties politiques pour accroître considérablement l'ambition des politiques climatiques locales, régionales, nationales et internationales.
Au fond, cette narration revient à celle d'une sorte de fin de l'histoire pour le climat après l'accord de Paris, universel et universellement célébré. Il ne resterait plus qu'à régler les questions techniques, comme si les solutions au changement climatique étaient consensuelles et apolitiques, ce qu'elles ne sont pas. Comme si elles relevaient de l'habileté diplomatique. On ne négocie pas avec le climat et les négociations terminées, aucune trêve des émissions ne peut être décrétée. Fin de l'histoire et fin de la politique. Le marché et la technique doivent pourvoir aux défaillances des États, dans un renversement de logique saisissant les États-Unis ainsi que bon nombre de multinationales et d'autres pays de la planète refusent toute limite à l'extraction et à la combustion des énergies fossiles, ouvrant la voie à un renforcement des forces niant Lord Jones et la nécessité d'un abandon programmé et organisé des énergies fossiles. Bien sûr que les États, les villes, les communautés, les mouvements sociaux qui avaient entamé la transition vont poursuivre leurs alternatives et leur résistance, et les amplifier si possible. Mais nous savons aussi que des réglementations politiques sont nécessaires et urgentes pour assurer la pérennité de ces transitions et transformer profondément les soubassements énergétiques de cette machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale. La main invisible des marchés n'est pas plus verte qu'elle n'est naturellement sociale ou juste. Un sursaut politique, qui ne peut se payer de mots, est donc la véritable urgence à laquelle nous devons faire face. Lire aussi les reculs sur le projet de loi Hulot prouve que notre maison brûlée que nous votons ailleurs à la COP23, le conseiller de Trump et des patrons de l'énergie chahutés par des militants écolos. La planète Titanic va couler et les riches se ruent sur les canaux de sauvetage pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.